Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. À Libreville, les stationnements perturbateurs sont sanctionnés d'une amende forfaitaire de 5 000 francs CFA. Annonce du gouvernement qui a rendu public l'arrêté sur les contraventions aux règles de la circulation sur la voie ouverte au public. De quoi relancer le problème de manque de parking public dans la capitale. À Libreville, le gouvernement vient de publier l'arrêté sur les contraventions aux règles de la circulation sur la voie ouverte au public. Si l'excès de vitesse est désormais sanctionné d'une amende forfaitaire de 10 000 francs CFA, tout stationnement perturbateur est puni d'une amende de 5 000 francs. De quoi donner des sueurs froides aux automobilistes. Depuis de nombreuses années, la problématique liée à l'absence de parking public se pose avec acuité dans notre capitale. Une situation à l'origine des pires embarras pour les détenteurs de véhicules et désirant stationner pour quelques minutes. Faute de parking, nombreux sont ceux qui sont contraints de stationner anarchiquement dans les artères de la capitale, quitte à créer des embouteillages. L'amende pour stationnement perturbateur inquiète en premier lieu les taximens, qui stationnent en fonction de l'emplacement des clients. Le manque de parking public à Libreville est un problème qui devrait pourtant préoccuper la mairie de Libreville. La création de parkings publics, même payants, permettrait de générer des revenus supplémentaires à la municipalité. 3 mois après le lancement des travaux de construction du lycée islamique de Port-Gentil, on enregistre des avancées significatives. Estranel Ovonondong. Le chantier s'exécute en face de la grande mosquée de Port-Gentil. Il s'agit entre autres des travaux de construction d'un lycée islamique qui ont été entamés par l'entreprise adjudicataire Bâti Confort. 4 mois après le lancement officiel du dit chantier, financé par le Conseil islamique du Gabon, les réalisations sont en nette évolution si l'on s'en tient à ces images présentant ainsi la forme des bâtiments désormais sortis de terre. Pour le chef de chantier, l'évolution des travaux reste à apprécier à travers certains détails. Là maintenant on est déjà au premier niveau, parce qu'on a déjà fini le rez-de-chaussée, on est en train de couler la dalle des rez-de-chaussée là. Après on va commencer maintenant à faire le tracement pour faire la classe. Bon, on a déjà fait un côté, ça reste un côté qu'on est en train de couler la dalle. Bon, peut-être d'ici demain, si on finit, on va commencer à faire le tracement. C'est un peu mieux maintenant, parce que c'était pour les ourdis quoi. Comme les ourdis qu'on a commandé, bon, pour que ça vienne vite là, ça nous retarde un peu. D'autres précisions apportées par l'entrepreneur Sako mettront en exergue la composition des bâtiments, autrement dit, l'ensemble des réalisations tant attendues par le maître d'ouvrage dans un délai de 10 mois en moyenne. On a 8 places en haut, avec les bureaux. En bas, en tout cas, on a seulement le garage, avec le laboratoire, ZIM, avec le reste des bureaux. Bon, au fur et à mesure, on a 8 classes d'abord en haut et puis deuxième. Bon, si on va continuer, donc on a 9 et 10 à la fin quoi. Le chantier aura connu quelques difficultés liées au retard de livraison des matériaux de construction qui semblent toutefois avoir été normalisés. En ce jour, l'avancement des travaux est notifié significatif. Une dizaine de prisonniers de la maison d'arrêt de Port-Gentil ont bénéficié d'une remise de peine. C'était à l'occasion d'une cérémonie à laquelle prenait part le gouverneur de la province de Logoué-Maritime, Aïssa Kerianondo. C'est la place d'armes de la prison centrale de Port-Gentil qui a prêté son cadre à la cérémonie de remise de peine en faveur des détenus n'ayant eu aucune sanction disciplinaire pendant leur temps d'incarcération en présence des autorités politico-administratives de la province, judiciaires, religieuses et des forces de défense et de sécurité. Dans son propos de circonstance, le directeur de la prison centrale reviendra sur les motifs de cette rencontre. En effet, le chef de l'État, par son pouvoir exceptionnel, a tenu une fois de plus encore accordé, grâce à certains compatriotes détenus condamnés qui se sont fait distinguer pendant leur séjour dans ce pénitencier par un comportement exemplaire.
S'en suivra la lecture du décret portant remise gracieuse de peine. Décret numéro 00020 PR portant remise gracieuse de peine. Article 1er. Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 23 de la Constitution, porte mesures générales de grâce accordées dans les conditions précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, à l'ensemble des condamnés détenus n'ayant subi aucune sanction disciplinaire durant leur détention. Puis la remise des certificats de mise en liberté aux bénéficiaires. Occasion pour le procureur de la République de tenir ses propos. Nous osons espérer que vous reviendrez cette fois-ci pour contribuer à l'évolution positive de la société gabonaise. Ne perdez pas de vue que la libération d'un prisonnier a souvent suscité des interrogations, des inquiétudes, de la psychose dans la population. Ayez souvent à l'esprit que par le passé, vous avez causé du tort à vos semblables et que désormais, il n'y aura plus que votre bon comportement qui rassureront les autres citoyens libres que vous allez retrouver à ne pas vous exclure et à vous faire à nouveau confiance. Dans le même ordre d'idées, le gouverneur de province fera cette invite. Vous allez donc regagner vos familles. J'espère que vous serez à partir de maintenant des citoyens modèles. C'est vrai? Amen. Nous l'espérons. Et je dois dire, n'effrayez plus vos compatriotes. Investissez votre force physique et intellectuelle. Apprenez des métiers pour ceux qui n'en ont pas. Il y a des ONG qui viennent ici vous enseigner certains métiers. Si c'était jusque-là un passe-temps, ces activités étaient faites pour vous permettre de vous réinsérer dans la société. Continuez. Soyez dorénavant des citoyens modèles. Bon retour dans vos familles. C'est en tout 134 détenus, dont 11 libres d'office et 23 ayant bénéficié d'une remise de peine partielle. Quant aux expatriés bénéficiant de cette mesure et frappés d'interdiction de séjour, ils ont été confiés au service de l'immigration, tandis que les autres graciés ont rejoint leurs proches sous une vague d'émotion. Le Rassemblement Héritage et Modernité, par le truchement de son secrétaire général, initie une série de causeries dans les quartiers de Libreville. Tout dernièrement, le tour est revenu aux populations du quartier à Chibichos de recevoir le membre de cette formation politique de l'opposition, Euphrem Biogoezo. Les sympathisants et militants du 2e siège du 2e arrondissement de la commune de Libreville ont convergé massivement en cette fin de semaine au quartier à Chibichos, où a eu lieu une causerie dont le principal orateur n'était autre que le secrétaire général du Rassemblement Héritage et Modernité, membre de la coalition pour la Nouvelle République CNR, dont Jean Ping est le président. Intérêt de cette forte mobilisation, la présence sans doute du secrétaire général de ce parti de l'opposition, dont les adhérents attendaient sa position sur la participation ou non aux prochaines élections législatives prévues avoir lieu au plus tard le 28 avril prochain. Je voudrais également profiter de votre passage ici pour vous dire un grand merci, parce que pour tout l'intérêt que vous portez à notre arrondissement. Si j'ai bonne mémoire, en moins de 4 mois, voilà la 2e fois que vous venez dans notre arrondissement. C'est, on ne peut plus, la preuve de l'intérêt que vous manifestez pour cet arrondissement. C'est pour cela que je voudrais inviter ici tous les jeunes ou la coordination, et vous-même, monsieur le secrétaire général, à continuer à appuyer notre action dans cet arrondissement. Alors, vous êtes venus 2 fois au 2e siège. Sachez que cet arrondissement a 2 sièges. C'est la 2e fois que vous venez au 2e siège. En tout cas, nous vous attendons très rapidement. Après les interventions du coordinateur général du 2e arrondissement, Billy Bissoun, et du coordinateur du 2e arrondissement 2e siège, Yvon Zorindim, qui avait pour toile de fond l'appel à la patience et à l'unité de la famille de l'opposition, Mengane Sono a tout de suite dissipé les malentendus et l'amalgame
qui habite certains esprits au sujet des élections législatives. Je voudrais dire que nous sommes venus ici pour, d'une part, vous présenter le parti auquel nous appartenons. Et pour vous dire un certain nombre de choses que nous devons partager ensemble, un certain nombre d'idées, un certain nombre de valeurs que nous devons partager ensemble et que nous sommes sûrs nous partageons ensemble. Il y en a qui se disent que ceux qui sont les principaux constituants de Héritage et Modernité, c'est-à-dire les membres du directeur d'Héritage et Modernité, sauf quelques rares, comme celui qui est assis là, nous venons pour la plupart du Parti démocratique gabonais. Il est indiqué que bien que des oppositions et des divisions se font jour à propos de cette question, mais pour le Rassemblement Héritage et Modernité, il n'y a pas encore de position officielle, mais a affirmé toutefois que cette épineuse et sensible question fait encore débat au sein de son parti, réaffirmant l'appartenance de son parti à la coalition pour la Nouvelle République. Il a simplement renvoyé l'épilogue de cette problématique lorsque le président de la coalition pour la Nouvelle République lui-même se prononcera. Selon lui, Jean Ping doit et va parler dans les prochains jours, caricaturant Jean Ping à un père de famille, à savoir celui de l'opposition gabonaise. Ce dernier espère qu'il saura transcender les clivages et prendre une décision qui ne laissera aucun membre de la famille, d'autant plus que, estime-t-il, le combat pour l'alternance peut continuer de se jouer sur plusieurs fronts sans occulter la revendication de la victoire de Jean Ping lors de la dernière élection présidentielle de 2016. C'est dans cette lancée qu'il a appelé les siens à rester mobilisés et de continuer à demeurer vigilants. L'Union socialiste progressiste, formation politique de l'opposition modérée, vient de rendre public son mémorandum, lequel s'articule sur 3 points essentiels, à savoir le dialogue, la relance économique et la reconquête du leadership politique dans la sous-région. Le récit de Ephraim Biogoezo. C'est au cours d'un échange avec les responsables des formations politiques alliées d'une part et des étudiants et autres militants d'autre part que le secrétariat général de l'Union socialiste progressiste, formation politique dite de l'opposition modérée, a rendu public son mémorandum sur la réconciliation nationale, lequel est publié dans un contexte économique et financier particulièrement difficile que traverse le Gabon pour taire toute divergence et autres querelles susceptibles de perturber la cohésion sociale autour d'un idéal commun. L'USP propose un mémorandum qui s'articule autour de 3 points essentiels. À savoir le dialogue, amener les Gabonais à se parler, à se confesser, afin de briser définitivement le mur de haine qui les sépare. La relance économique, partager, redistribuer objectivement les richesses du pays, afin que l'égalité des chances ne soit plus perçue comme un simple slogan politique. La reconquête du leadership politique dans la sous-région. Faire en sorte que notre pays retrouve son rôle de leadership politique et diplomatique dans le temps. C'est alors le seul triptyque subventionné que l'Union socialiste progressiste attend apporter sa contribution lors des concertations à venir avec la majorité, les autres partis politiques de l'opposition, aux travaux consacrés à la réconciliation nationale. Convaincu que le dialogue est un préalable à tout programme, à tout développement, pour cela, l'USP propose un dialogue franc, sincère et direct entre les partis en crise, à savoir Jean Ping et Ali Bongo Ndimba, lequel doit reposer dans le respect de nos valeurs ancestrales, lesquelles recommandent le respect de l'autre et la réconciliation. C'est pourquoi l'Union socialiste progressiste exhorte le gouvernement de la République à explorer véritablement toutes les voies de recours, tant matérielles que diplomatiques, afin que l'esprit du dialogue, de la réconciliation, habite désormais l'esprit de chaque Gabonais. Pour l'Union socialiste progressiste, la réconciliation nationale n'est pas une option, mais bien une obligation de bon sens pour la sauvegarde de notre vivre ensemble. L'Union socialiste progressiste est résolue à y consacrer toute son énergie pour sa concrétisation.
il nous faut, dès à présent, tous ensemble, arriver à cicatriser les stigmas nés de la crise post-présidentielle. La capitale économique du Gabon, Port-Gentil, présente un tout autre visage que celui il y a 20 ans en arrière. Le tissu économique du pays dégringole de façon inquiétante au fil des années. La relance économique s'avère donc nécessaire afin de préserver la paix sociale. Rien à voir avec ce qui précède. La première édition du Wekusiaf 2018 vient d'être lancée du côté de Nzengayong dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ce rendez-vous met en avant l'art culinaire africain et son cinéma. Pendant 3 jours, la culture camerounaise est à l'honneur. Euphrem Biogoezo. Chose promise, chose due, c'en est parti pour le coup d'envoi de la première édition du Wekusiaf 2018, entendu par là, week-end culinaire et cinématographique africain, un festival qui permet de déguster les mets typiquement africains et de découvrir les nouvelles œuvres cinématographiques du continent. Pour ce qui est de ce rendez-vous qui se tient sur 3 jours à Libreville, le Cameroun a été mis à l'honneur via sa diversité culturelle, dégustation des mets en moindre coût, prestation des artistes et projection des films, le tout devant les professionnels gabonais du 7e art. Nous vivons un monde où il y a vraiment plus de frontières. La preuve aujourd'hui, c'est le Cameroun qui vient vers le Gabon. Et j'ai dû apprécier plusieurs mets camerounais. Et vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis sûr aussi pour les autres invités. Donc il y avait plusieurs mets. Vraiment, c'était délicieux. Et ça donne même envie d'aller au Cameroun. Vous voyez, sinon déjà ça. Maintenant par rapport au festival, je dis merci encore au groupe Divine Production qui a fait venir plusieurs artistes, je crois, plusieurs artistes camerounais ici au Gabon. Ça devrait être comme ça. Hein. La culture n'a pas de frontières. Alors, nous sommes réjouis, nous, les réalisateurs gabonais, et avec l'espoir que demain, après-demain, nous aussi, peut-être grâce au groupe Divine Production, aller aussi vers d'autres cieux. Le cinéma ne doit pas être seulement ne doit pas seulement faire que le surplace. J'ai vraiment l'impression d'être au Cameroun ici, et pourtant je suis sur mon Gabon. Vraiment, c'est merveilleux, et je dis merci à l'initiative du groupe Divine Production. Le public venu nombreux a pu apprécier le film documentaire produit et réalisé par des Camerounais. Je trouve très intéressant dans la mesure où ça adresse des informations liées à la culture. Souvent, qu'est-ce qui se passe chez nous, les Africains? La culture occidentale, on l'apprend de façon facile à l'école, à travers les films. On ne promote pas notre culture. Mais des courts-métrages comme ça amène beaucoup d'informations sur notre propre culture. Et quelque chose qu'il faut vraiment retenir et faire la publicité. Je suis d'origine guinéenne, mais je suis basé au Canada. Ça fait 18 ans que je suis au Canada. Et c'est la première fois que je viens au Gabon. Je vous encourage, c'est une très bonne chose. Je vois que vous êtes très bien organisé. Et voilà, vraiment il faut vous tirer le chapeau. Des événements comme ça, et ça mérite de l'encouragement. Le concepteur, à la fois promoteur de ce festival, n'est autre que Sosen Gokila, qui s'est appuyé sur Divine Production, laquelle prône pour un cinéma gabonais d'ouverture à travers les échanges de collaboration et de coopération. En ce qui concerne la coopération, je profite souvent de la position qui est la mienne, puisque j'ai par ailleurs d'autres fonctions à l'extérieur, pour essayer de faire connaître le cinéma africain. Je venais de demander de confier à un de mes collaborateurs du groupe Divine Production et contacter un certain nombre de cinéastes gabonais pour un festival qui se passe au Canada et pour lequel j'ai réussi à obtenir que l'on puisse faire la promotion du cinéma gabonais. Le verdict final est attendu ce dimanche pour connaître enfin les vainqueurs de cette première édition. Alors, comment s'effectuera la sélection des potentiels vainqueurs de cette première édition du Wekusiaf? Élément de réponse avec le directeur de ce festival. Ce festival a pour ambition de faire la promotion du cinéma gabonais, du cinéma africain.
et en même temps en le mettant dans un environnement, je dirais, festif. Nous avons choisi le domaine de la cuisine pour pouvoir mettre en avant le cinéma. C'est-à-dire que nous sommes partis du constat selon lequel beaucoup de gens ne vont plus suivre les films, beaucoup de gens ne vont pas au cinéma, et d'ailleurs il n'y a plus de salles de cinéma. Et il y a encore beaucoup de gens qui vont au restaurant ou qui vont dans les bars. Alors nous avons décidé d'amener le cinéma dans les environnements où se trouvent ces personnes-là. Et donc c'est un principe simple, les gens viennent manger et pendant que ces personnes sont en train de manger, nous permettons à ces personnes de découvrir le cinéma. Donc ça c'est le principe de base de ce festival. Et bien évidemment, à la fin nous récompensons un film, le meilleur film selon les vues du public. Donc ce n'est pas un jury technique qui va se baser sur la qualité du film, sur le son, sur l'image, sur la photographie, etc. Mais c'est le public qui à la fin dit voilà le film que j'ai aimé le plus durant le festival. La même chose en ce qui concerne la nourriture, le public va dire voilà le plat que j'ai préféré durant le festival. Et c'est ce film et ce plat, donc le restaurateur qui aura comptabilisé le meilleur nombre de points, qui vont donc recevoir ce que nous appelons les Wekusi. L'organisation du Wekusiaf, nous mettons en avant un pays ou un groupe de pays. On met à l'honneur. Et pour cette première édition, c'est le Cameroun qui est à l'honneur. Donc ça veut dire que les cinémas, les films qui vont concourir sont des films camerounais et les plats qui vont concourir sont des plats camerounais. Et bien évidemment, dans le cadre de cette édition, à chaque édition d'ailleurs, si le Gabon n'est pas le pays à l'honneur, un film ou deux films gabonais sont films invités et un ou deux plats gabonais sont des plats invités mais qui ne concourent pas. Ils attendront l'édition réservée au Gabon pour pouvoir concourir avec les autres cinéastes et les autres restaurateurs gabonais. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. En Italie, Silvio Berlusconi est de retour sur la scène politique. Bien qu'inéligible, l'ancien chef de gouvernement bénéficie toujours du soutien de ses électeurs et des chefs d'entreprise. Presse internationale. Pour son grand retour sur le devant de la scène politique, Silvio Berlusconi fait salle comble. 4 ans après son éviction du Sénat, il est de nouveau sous le feu des projecteurs, pour le plus grand plaisir de ses électeurs. Silvio Berlusconi a toujours été notre président. C'est lui qui comprend vraiment ce que veut le peuple. Umberto et Pietro font eux aussi partie des soutiens de Silvio Berlusconi. Électeurs de la première heure, ils aiment le personnage, mais aussi son programme, et notamment une mesure qui les concerne directement, la mise en place d'un revenu minimum pour les retraités. Beaucoup de retraités doivent vivre avec 400 € par mois, ce n'est pas possible. Et son projet de donner une retraite minimum de 1 000 € est une question sociale, une question de dignité et de justice. Sa coalition donnait en tête des intentions de vote. L'ancien chef de gouvernement peut aussi compter sur le soutien des chefs d'entreprise. Francesco Bombelli emploie 1000 salariés et il n'a qu'un modèle de réussite, Silvio Berlusconi. En tant qu'entrepreneur, il est un modèle. Il est parti de rien et est devenu le premier éditeur italien. Les chaînes de télévision, l'équipe du Milan AC, tout ce qu'il a fait est un succès. Selon lui, Silvio Berlusconi est le mieux placé pour relancer l'économie, et ce, grâce à sa proposition de réduire les impôts en créant une taxe unique sur les revenus. J'aimerais élargir mon activité, mais il y a trop de bureaucratie et trop d'impôts. La taxe unique serait un tournant historique pour ce pays. Malgré son passé mouvementé, Silvio Berlusconi peut donc compter sur ses électeurs. Un soutien indéfectible, loin d'être étonnant pour ce politologue. En fait, il peut compter sur un électorat nostalgique de la période faste de Berlusconi et un électorat qui est convaincu qu'il faut aller voter. Inéligible, s'il remporte les élections, Silvio Berlusconi devra gouverner dans l'ombre. Impossible pour lui de retrouver sa place de président du Conseil. À Azaz, l'une des villes les plus sécurisées de Syrie, le coût de vie ne cesse d'augmenter, ce qui met en mal les populations les plus démunies depuis le début de la guerre. Presse internationale.
Dans le marché d'Azaz, impossible d'échapper au falafel. Ces boulettes à base de pois chiches font partie des encas préférés des Syriens. Mais depuis le début de la guerre, leur prix a quintuplé. Illustration de la baisse du pouvoir d'achat qui ne cesse de s'aggraver en Syrie. Dans cette région, le salaire moyen ne dépasse pas les $150 par mois. Il y a là-dedans 800 grammes de pain. Ce n'est pas assez pour nourrir une famille. Ça coûtait 10 fois moins cher avant la guerre. Les haricots coûtent environ $1 le kilo, les pommes de terre 30 centimes. Comment pouvons-nous nous offrir tout cela? La vie est dure. Du côté des commerçants, les affaires vont également mal. Ils déplorent l'aggravation de la situation économique depuis le lancement de l'opération militaire turque dans la province voisine d'Afrin. La plupart de nos produits arrivaient jusqu'ici par la route d'Afrin. Mais maintenant que la route est bloquée, le prix des transports a augmenté. Et pourtant, dans la périphérie de la ville, les immeubles poussent comme des champignons. Car au cours des 2 dernières années, Azaz a reçu l'arrivée de plus de 200 000 déplacés internes qui ont fui les combats de la région. Les constructeurs immobiliers s'en frottent les mains. On est dans une zone sécurisée. Il y a des réfugiés de Deir ez-Zor, de Mayadine, de Raqqa, d'Afrin et d'Idleb. Avant qu'ils n'arrivent, un loyer coûtait en moyenne entre 30 et $40 par mois. Maintenant, c'est autour de $200. Le coût de la vie à Azaz ne cesse d'augmenter dans cette région considérée comme l'une des plus sûres du nord de la Syrie. Mais le fossé également ne cesse de se creuser entre les nouveaux riches qui profitent de cette guerre et les populations les plus démunies qui continuent d'en souffrir. La page des sports à présent, la LINAF toujours dans la tourmente. On parle d'une mise sous tutelle qui pose problème. Le reportage de Mosconi Ngonomba. Qui en veut à sa tête au sein de la Ligue nationale de football professionnel, se questionnent les hommes de médias. En effet, après avoir été entendus à la DGA, suite à cette affaire soi-disant de détournement de fonds destinés au football club de Port-Gentil, Brice Mbika Ndjambou réunit les faits et affirme être victime d'une conspiration orchestrée par les hommes inconnus. Le jeu débute avec la fameuse information selon laquelle, après s'être rendu à la DGR, il aurait appelé certains joueurs de cette équipe à venir percevoir leurs arriérés de salaire. Mais quel arriéré parle-t-on? Se questionne l'accusé. Nous étions à la DGR jeudi et vendredi, et que lundi on lit que nous avons appelé des joueurs de Port-Gentil FC pour venir percevoir leur arriéré ou je ne sais pas quoi à la LINAF. Non mais, sincèrement, comment on peut pousser le ridicule jusqu'à ce point? Tout ce qu'ils ont le téléphone. Parce que moi-même le lundi, quand j'ai lu ça, j'ai été choqué. J'ai demandé à tous mes collaborateurs, mais qui d'entre vous a appelé les gars de port pour venir prendre l'argent ici? Vous avez cet argent. Vous avez l'argent là. Ils ont dit, président, on est tous retournés comme vous, on ne sait pas ce qui se passe. Heureusement que ce jour-là, ils étaient là-bas. Et j'ai dit aux journalistes en question, s'il te plaît, pour plus de transparence, est-ce que non seulement tu peux mettre le volume, mais tu leur demandes de te montrer leur téléphone. Parce que la DGA c'est jeudi et vendredi. L'article sort lundi. Donc s'il y a eu mon appel, ou l'appel de mes collaborateurs, c'est forcément entre le vendredi soir, le samedi ou le dimanche. Autre souci de contestation a tourné autour de 2 factures qui auraient mis à bout les dirigeants de Port FC. On parlerait des frais d'engagement et de licence et des frais médicaux. Une structure de la place, on fait pas des publicités. Vous êtes la presse, vous n'avez pas la publicité, je ne peux pas faire publicité, mais ça peut se vérifier. Une structure de la place qui a fait le bilan sanguin pour 30 joueurs. Vous avez ici les noms de chaque joueur. Les noms de chaque joueur. Ça a été fait. Mieux, notre médecin a les examens, c'est-à-dire les radios, les résultats. Parce qu'après, il y a une commission médicale
qui statue pour dire tel est apte, tel est inapte. Donc, ça existe. Physiquement, ça existe. Ces gens ont fait le test. Ils sont là. 30 personnes ont fait le bilan sanguin. La facture du bilan sanguin est là, signée par un docteur. Ceux qui viendront en offre, vous allez, je vous donne les noms, vous allez vérifier l'exactitude de mes propos. Ce n'est pas nous qui établissons ça. Ils ont fait des bilans sanguins pour un montant de 1 638 000. Ensuite, ils sont allés faire, voilà, c'est des joueurs qui ont fait le bilan sanguin, une autre structure, parce que chacun a sa particularité. Une autre structure, ils sont allés faire le CG et le Doppler. Voilà la structure. C'est des structures à l'hybreville, c'est pas à l'hybreville, c'est à l'hybreville. Et pour 31 joueurs, les noms sont là, les montants sont là, avec une autre facture, et c'est signé 2 15 000. Quand vous additionnez ces deux montants, ça fait bien 3 705 000 retirés par la LINAF, payés à ces structures. Au regard des faits, il est clair qu'une mauvaise lecture a été faite sur la mise sur tutelle de Pog FC par la LINAF. Les dirigeants de cette équipe auraient probablement souhaité que la LINAF prenne en charge l'équipe dans son entièreté jusqu'à la fin du championnat. Sauf qu'en amont, une mauvaise gestion du comité central avait suscité l'intervention de la LINAF pour accompagner l'équipe jusqu'au terme du championnat national comme il y a 1 an avec l'équipe d'Oyemassé. Et puis, l'élection à la présidence de la FEGAFOOT vient d'enregistrer une nouvelle candidature. Il s'agit de celle de François Binet. Ce journaliste de formation a officialisé sa candidature. C'était lors d'une conférence de presse animée dans une structure de la place. Ulrich Sima est là. La course pour la conquête de la présidence de la FEGAFOOT ne cesse d'affluer les candidatures. Cette fois-ci, François Binet, journaliste de formation, qui vient d'officialiser sa candidature lors d'une conférence de presse animée dans une structure hôtelière de la place. Le candidat Binet s'est apaisanti sur ses motivations à postuler pour la première institution footballistique du pays. Comme tous les autres candidats, il s'est prononcé à son tour sur la violation flagrante des textes de la FIFA par l'actuel bureau de la Fédération gabonaise de football, préférant s'affermir sur la présentation de son projet axé sur la reconstruction du football gabonais. Un nouveau modèle de management, un management dit participatif, la connaissance des règles de jeu. La pratique du football ne suffit plus pour prétendre vouloir gérer ce sport. Le monde est en pleine mutation, le sport en général et le football en particulier n'est pas en reste. D'où la nécessité de s'arrimer aux nouvelles méthodes que les anglo-saxons ont appelées méthodes best practices, mais aussi conduite du changement dans la gestion de projet. C'est pourquoi, ayant eu le temps d'observer et d'analyser, j'ai décidé de me porter candidat au poste de président à la Fédération gabonaise de football. Oui, je suis candidat. Je suis candidat pour proposer une autre forme de gestion où toutes les composantes gravitant autour du football seront prises en compte. C'est ce que j'ai appelé management participatif. Une fois élu, j'envisage des états généraux du football qui verront la participation des clubs, des ligues, des footballeurs en activité ou non. François Binet a caustiqué son propos en précisant que sa candidature est celle de la rupture, tout en fixant rendez-vous à tous les fervents du football au soir du 31 mars 2018. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, passez un excellent week-end.